Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais parler que de deux choses assez courtes, ça sera vraiment très léger. Au début je voulais faire un tutoriel sur la Saint-Valentin parce que cette vidéo sera postée le 13 et le lendemain donc c'est le 14 février. Mais bon, le sujet m'intéresse pas plus que ça. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire, il y avait quelques petits effets qui pouvaient être intéressants, mais que des choses qu'on a déjà vues avec MoGraph ou avec Thinking Particles. Donc en fait comme il n'y avait rien de nouveau, j'ai laissé passer. Et à la place je vais juste parler de deux petites choses, les influences HyperNurbs et l'ajout d'icônes dans l'interface de Cinema 4D. Parce que ce sont des choses qui me reviennent assez souvent. Les icônes, hein. Comment on ajoute des icônes dans Cinema 4D, comment on personnalise son interface. J'ai fait tout un tutoriel là-dessus, j'ai fait un tutoriel qui s'appelle préparation de l'interface de modeling. Mais même avec ça, on me repose toujours les mêmes questions. Et ces questions, c'est comment ajouter des icônes dans l'interface de Cinema 4D. Qu'est-ce que c'est que cette icône bleue ici, avec les deux sphères et la petite croix, la petite flèche vers le bas. Comment on l'ajoute dans Cinema 4D, comment on l'ajoute dans l'interface, où est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'il faut la télécharger, etc. Ça, c'est la question qui me revient constamment. J'y ai répondu encore il y a même pas quelques jours. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 9 février, donc il y a quelques jours, j'ai répondu à cette question. Et je suis sûr que d'ici que cette vidéo soit en ligne, j'aurai encore répondu à cette question parce que toujours quelqu'un qui me pose la question. Donc on va voir tout ça. Alors ce que je vais faire, j'en mets tout bien à 0. Parfait. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par l'influence HyperNurbs. Alors sur le forum Graph2Graph, quelqu'un a fait déjà un tutoriel dessus. Donc je vais pas non plus faire un truc qui va durer des heures, parce que je vais juste montrer comment ça fonctionne, parce que c'est une question qu'on m'a posée. On m'a demandé, suite au tutoriel sur les formes arrondies, on m'a demandé est-ce que l'on peut faire en sorte que l'HyperNurbs n'influence qu'une partie de l'objet, afin d'économiser le maillage. Alors oui et non. Disons que ça n'économisera pas le maillage, mais on peut demander à ce que l'HyperNurbs n'influence pas de la même façon un même objet. Par exemple, on va prendre un cube, je vais le segmenter un peu. Ah, voilà, je vais en faire un deuxième, on va mettre à côté. Voilà, donc j'ai deux cubes dans la scène. Je vais ajouter un HyperNurbs, ou surface de subdivision hein, dans les nouvelles versions. Je mets ça en fond d'HyperNurbs, et voilà, j'obtiens le premier cube ici, tout arrondi. Le deuxième cube ne l'est pas parce que c'est le deuxième cube, et l'HyperNurbs n'a un effet que sur le premier élément. Donc si je veux que les deux cubes soient arrondis, il faut que je les groupe. Je les sélectionne et je fais Alternate G, et dans ce cas-là, ils sont dans un neutre. Le neutre est influencé par l'HyperNurbs, donc tout ce qui est dans le neutre est influencé par l'HyperNurbs. Donc ici, j'ai mes deux cubes qui sont très arrondis. On va augmenter ça d'ailleurs. Tac. Là, c'est très arrondi. Maintenant, imaginons que j'aimerais que ce cube-là, en particulier, ait des arêtes qui soient moins arrondies que d'autres. Donc ces cubes, je les rends éditables. Tac. L'objet polygonal, afin de pouvoir travailler sur les arêtes. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute en fait des coupes au couteau pour que ce soit bien fait, pour que ce soit propre. Mais là, je vais pas vous montrer cette technique-là parce que justement, le tutoriel, c'est l'influence HyperNurbs. Donc, comment on peut faire ça différemment? Je sélectionne le cube que je veux influencer, dont je veux influencer l'HyperNurbs. Je passe en mode arête. Je vais sélectionner par exemple ces arêtes-là. Imaginons que ces arêtes-là, je ne souhaite pas qu'elles soient autant arrondies. On va mettre celle-là aussi d'ailleurs. Voilà. Juste celle-là. Et comment je peux faire? Eh bien en fait, il y a un truc qui est tout bête, mais il faut le connaître. On appuie sur la touche point qui est dans le pavé numérique.
Donc tout à droite de votre clavier, à côté de la touche entrée, vous avez entre la touche 0 et la touche entrée, vous avez une touche, c'est un point. C'est le point numérique. On appuie dessus, on reste appuyé dessus. Et après on clique dans la scène et on déplace la souris. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Vous voyez que ça a une influence sur l'influence de l'hypernerve seulement sur ces arêtes-là. Je peux totalement réduire l'influence, la retirer complètement, comme là, ou au contraire la laisser, ou juste jouer un petit peu avec. Alors ici je vais juste jouer un petit peu avec comme ça. Je relâche tout. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voit? Ici, sur le cube que j'ai modifié, il y a un nouveau tag qui s'est ajouté ici. Je le sélectionne. Ce tag s'appelle Influence HyperNerves. Et comme vous pouvez le voir, il a ajouté en fait une influence particulière sur les arêtes que j'avais sélectionnées. Et ces arêtes-là ne sont pas arrondies de la même façon que les autres. Si je suis rendu ici, vous voyez que de ce côté-là, ça se voit un petit peu mieux, je n'ai pas énormément influencé le truc. Ici, c'est très arrondi, et ici, ça l'est un petit peu moins, parce que justement, j'ai pas arrondi de la même façon. Alors, je peux retoucher ça comme je veux, hein. Je peux resélectionner mes arêtes. Voilà, je peux aussi en sélectionner d'autres, hein, si je veux. Je peux rappuyer sur le point, je reste appuyé, je clique, je déplace, et vous voyez que je peux influencer, comme ça, l'arrondi de cette zone-là particulière. Et ici c'est beaucoup moins arrondi, et ici c'est beaucoup plus arrondi. Parce que justement, ici j'ai influencé avec l'influence HyperNerve. Je peux modifier ça un petit peu comme je veux. Voilà. Et ça, c'est seulement sur le premier cube, parce que c'est sur ce premier cube-là qu'il y a le tag influence HyperNerve. Le deuxième cube n'a pas bougé du tout, ça n'a rien changé pour lui, parce qu'il n'y a pas le tag influence HyperNerve. Je peux tout à fait aussi sélectionner d'autres arêtes, par exemple seulement celle-là, et pareil, j'appuie sur la touche point, je clique, je déplace, et puis vous voyez que je peux influencer comme ça l'influence de mon HyperNerve, des arrondis de l'HyperNerve, et je peux travailler un petit peu la forme comme ça. Alors ça ne change pas le fait que le maillage soit dense, hein, parce que l'HyperNerve a un effet sur tout l'objet quand même, mais seulement on peut localement jouer un petit peu avec l'influence de l'HyperNerve, avec les arrondis de l'HyperNerve. On peut également dire, comme une fois qu'on a ajouté ce tag là, ici on peut changer la subdivision, c'est-à-dire que ce paramètre là du tag va surplanter le paramètre que l'on a ici sur l'HyperNerve. Donc le deuxième cube par exemple, je peux aussi lui mettre un tag influence HyperNerve, je peux le faire manuellement simplement en faisant un clic droit dessus, propriété cinéma 4D, influence HyperNerve, et puis ici cocher influence, changer la subdivision et changer ici par exemple l'influence, on va dire qu'il est moins subdivisé, et donc il est toujours dans l'HyperNerve, donc il subit toujours l'effet de l'HyperNerve, sauf que ici j'ai localement indiqué que la subdivision vue et rendue sera différente des autres éléments. Ici il est à 3,3, donc celui-ci est à 3,3, mais celui-ci comme j'ai mis ici 1, 1, la subdivision est de 1, 1. Donc ça c'est ce à quoi sert l'influence HyperNerve. Ça peut être très pratique en fait quand on veut justement avoir plusieurs éléments dans un HyperNerve et puis que chaque élément a ses petites propriétés particulières plus ou moins subdivisées. Ça permet de gérer un petit peu le maillage, pas de beaucoup, mais ça permet un peu. Et puis ici, vous voyez qu'avec la touche point du clavier numérique, je rappelle, on peut jouer un petit peu comme ça. Je vais vous montrer avec les différentes influences de l'HyperNerve. Par exemple ici, j'appuie sur la touche point, je clique, je déplace, et ouais, comme ça, je peux travailler un petit peu la forme. Voilà. Et donc j'obtiens des formes plus ou moins arrondies suivant ce que je cherche. Donc ça c'est une méthode de travailler l'influence HyperNerve. Personnellement, pour faire des angles plus francs comme ça, je préfère rajouter des coupes au couteau. Mais cet outil-là sert quand même à ça, et puis que ça fonctionne assez bien. Et on peut après, si on veut, revenir sur des réglages
ordinaire, on peut tout à fait resélectionner les arêtes. On peut tout sélectionner. La touche point, on clique et on peut réduire les influences et revenir sur un truc tout à fait classique, voilà, sans influence modifiée. Vous voyez, donc c'est un truc à savoir, c'est la touche point du clavier numérique. Après avoir sélectionné une arête, on appuie sur la touche point, on reste appuyé, on clique et on déplace dans la vue, et ça a une influence sur l'hypernote. C'est-à-dire que ça ajoute le tag et ça définit une influence différente pour telle ou telle arête. Donc ça, c'était l'influence hypernote, c'est un petit tag qui est bien à connaître, que j'utilise assez peu pour cette fonction, mais il est bien à connaître. Ensuite, c'est ces icônes-là. Comme je dis, ça c'est une question qui me revient très souvent. Alors d'abord, cette icône-là, la bleue, les deux sphères bleues avec la flèche rouge, c'est le plugin Drop2Fleur. Alors je vais montrer ça. Vous allez en fait dans Google, vous tapez Drop2Fleur, comme ça, T-R-O-P, un espace T-O, un espace F-L-O-O-R, c'est de l'anglais. Vous faites une recherche et le premier lien ici, kuroyumdevelopmentzone.com, vous cliquez dessus, ça ouvre la page. Voilà, c'est ce site-là. C'est le site officiel du plugin. C'est un plugin qui est gratuit. Vous voyez, Cinema 4D Free Plugin. Vous allez un petit peu dans la page. Alors, il y a Ivy Grover aussi qui est très bien, qui permet de faire des feuillages. Je le conseille aussi, hein, je l'ai d'ailleurs, il est là, Ivy Grover. Mais c'est pas de lui qu'on parle. Donc vous allez plus bas dans la page, vous tombez sur Drop It ici, qui est une version améliorée de Drop2Fleur parce que ça permet non pas de positionner les objets sur le sol, mais aussi sur les objets, sur d'autres objets. Personnellement, je préfère Drop2Fleur classique. Donc voilà Drop2Fleur, version 1.1. Il a qu'une fonction, c'est-à-dire qu'il déplace en fait les objets au niveau du sol. Tout bêtement. Et vous avez ici 3 versions du plugin. Une pour la version 9 de 9.1 de Cinema 4D. Une si vous avez la version 12 de Cinema 4D. Et si vous avez une version 13 ou 14 ou 15 ou 16, vous prenez ici Cinema 4D R13. Et vous aurez en fait le plugin pour les versions 13 et supérieures. Et ça vous donne un fichier zip, donc un fichier compressé, que vous décompressez et que vous allez copier dans votre dossier plugin de Cinema 4D. Là où Cinema 4D est installé, vous avez un dossier plugin, vous le mettez dedans avec les autres plugins que vous avez ajoutés. Vous relancez Cinema 4D ou vous rechargez les modules externes. Ici, recharger les modules, mais je crois qu'il vaut mieux leur relancer Cinema 4D. Et donc vous aurez en plus un plugin, mais seulement il ne sera pas affiché ici. Vous l'aurez que ici. Vous l'aurez là, Drop2Fleur. Comment faire pour l'ajouter dans l'interface? Alors ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le tutoriel préparation de l'interface de modeling, mais je vais le réexpliquer maintenant. Vous allez dans Fenêtre, Interface, et ici vous allez dans, c'est le premier lien ici, qui s'intitule Personnaliser les commandes. Ici c'est caché par le truc qui affiche les lettres, mais qui affiche les touches, mais bon c'est pas grave. Toujours raccourci, c'est majuscule F12. Donc si vous avez un doute, vous allez n'importe où dans Cinema 4D, vous faites la touche majuscule et vous appuyez sur la touche F12, tac, et ça vous ouvre cette fenêtre. Voilà, majuscule F12. Alors c'est pas F12, hein, c'est la touche F12 qui est tout en haut du clavier. Et ça permet en fait d'ajouter des icônes dans Cinema 4D. Ça permet de personnaliser les commandes de Cinema 4D, de personnaliser son interface. Donc, comme on veut ajouter le plugin Drop2Fleur, ici, dans le filtre de nom, on tape Drop2Fleur. Donc, tapez que le début, hein, ça suffit. Vous voyez, Drop2Fleur, ça me trouve ici le plugin Drop2Fleur. Et j'ai juste à le cliquer dessus, rester cliqué, le déplacer où je veux dans ma fenêtre. Par exemple, je vais le mettre là. Tac. Je l'ai ajouté ici. Et là, voilà, c'est ajouté. Et on peut ajouter comme ça toutes les fonctions qu'on veut hein, dans Cinema 4D. Si je veux, ça je vais fermer. Si je veux le retirer, si je veux, j'ajoute une icône que je veux pas garder, je veux la retirer. Je mets un endroit où il n'y a rien,
dans l'interface, je fais un clic droit et alors, c'est de montrer quand même ça bien. Je vais le montrer ici parce que ça sort de la capture. Là, je fais un clic droit et ici, j'ai modifié les palettes. Je clique dessus, tac, et vous voyez qu'il y a des petits carrés bleus. Ça m'a rouvert le personnaliser les commandes. Il y a des petites lignes bleues qui indiquent en fait tous les endroits où il y a de la place pour ajouter ou retirer des choses. Et ça veut dire que je suis dans le mode d'édition des palettes. Et si je veux retirer une icône, j'ai juste à double-cliquer dessus. Tac, ça la retire. Si je veux la remettre, hein, je retape ici Drop to Fleur. Là, je la rajoute. Tac. Si je veux la retirer, je double-clique dessus. C'est tout bête. Et quand j'ai fini, en fait, ça, je quitte la fenêtre, vous voyez que l'interface redevient normale. On peut aussi, ici, modifier les palettes, et puis on peut aussi aller redécocher, modifier les palettes pour revenir en mode normal. Voilà. Ensuite, les icônes que j'ai ajoutées, ici, les 4 icônes que j'ai ajoutées, c'est juste pour que ce soit plus pratique pour moi, mais c'est une question qu'on me pose aussi. C'est quoi ces icônes, comment je les ai ajoutées, et à quoi elles servent. Alors, comment je les ai ajoutées, je viens de l'expliquer. Hein. Clic droit, modifier les palettes. Ici, on les cherche les icônes qu'on veut ajouter, on les fait glisser où on veut. Donc, qu'est-ce que c'est que ces icônes? Le premier PSR, c'est en fait réinitialiser PSR. Donc, si je veux l'ajouter, modifier les palettes, ici je tape alors, il faut mettre l'accent, sinon il ne trouve pas. Réinitialiser PSR, le voilà, tac. Réinitialiser PSR, on peut le faire glisser si on veut, ici. Ça l'ajoute, vous voyez, et je peux le retirer. Donc moi je l'ai déjà mis ici. Ça permet en fait de réinitialiser la position, l'échelle et la rotation d'un objet. C'est-à-dire que j'ai un objet dans la scène, hein, éditable. On l'a peut-être fait bouger un petit peu n'importe comment, dans tous les sens. On l'a peut-être déplacé un petit peu n'importe où dans la scène. Et puis on voudrait remettre par défaut. On peut cliquer là-dessus, ça réinitialise la position, l'échelle et la rotation. C'est-à-dire qu'ici, la position va revenir tout à 0, la rotation va revenir tout à 0, et l'échelle, si on l'a modifiée, alors, dans le mode objet, eh bien, reviendra normal. Donc ici, en cliquant là-dessus, tac, il se remet pile comme il faut. Avec le Drop to Fleur, le plugin Drop to Fleur va déplacer en fait l'élément au niveau du sol. Quand je clique dessus, tac, il le positionne au niveau du sol. C'est-à-dire qu'ici le cube fait 200 de haut, donc ici il a augmenté en Y 200. Si je veux inverser ça, si je veux le remettre au mode normal, je clique sur PSR et tac, il me le remet à 0, 0, 0. Donc Drop to Floor permet de poser des objets au niveau du sol, PSR permet de le remettre à 0. Si un objet est enfant d'un autre, c'est les coordonnées de l'élément parent qui servent en fait d'origine. C'est-à-dire que ici, si je fais un neutre, voilà, un neutre qui est juste un axe, je mets l'axe ici. Donc ici c'est le point 0, 0, 0 des éléments enfants du neutre. Donc si je mets le cube enfant du neutre, son point 0, 0, 0, c'est le neutre. Donc ici, si je fais PSR, il va aller se positionner sur le neutre. Tac, il se positionne pile sur le neutre. Ce qui peut être très pratique quand on modélise, quand on veut travailler en fait des éléments par rapport à d'autres. Donc PSR permet de remettre les éléments à 0. Ça s'appelle réinitialiser PSR. Position, Scale, Rotation. Drop to Fleur, j'ai montré. Ici ensuite, la troisième icône qui est grisée, c'est accéder au premier objet actif. C'est très bien ça quand vous avez beaucoup d'éléments dans la hiérarchie. Je vais faire des cubes. Alors on va en faire plein. Voilà, on les sélectionne. Je vais les faire pas trop grands. Voilà. On va les déplacer les uns par rapport aux autres. Voilà. Voilà. On va avoir un petit fouillis. Que les cubes soient mis un petit peu n'importe comment. Voilà. Voilà, voilà. Plus bas. Tac. Celui-là. Ici, c'était le dernier. Non. Oui. Et donc, je vais les mettre les uns en fond des autres. Tac.
afin d'avoir une hiérarchie assez dense. Tac, on va faire ça, ça et ça. Voilà, j'ai une hiérarchie. Je ferme tout ça. Donc imaginons que vous avez plein d'objets dans votre scène et une hiérarchie assez dense. Quand vous voulez sélectionner un élément, vous cliquez dessus, c'est facile. Maintenant, vous voulez le voir dans la hiérarchie. Donc il faut ouvrir, jusqu'à l'élément que vous avez sélectionné. Le voilà, tac. C'est pas toujours pratique. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir toute la hiérarchie d'un coup en faisant un contre-clic sur le petit plus, tac, ça ouvre tout d'un coup. Oui, mais c'est pas toujours pratique non plus. Donc des fois on a envie en fait juste de cliquer là sur un élément puis le voir tout de suite dans la hiérarchie. Donc cette icône là, qui est plus grisée maintenant, elle sert à ça, c'est-à-dire que je sélectionne un élément et quand je clique sur cette icône, ça m'ouvre la hiérarchie jusqu'à l'élément qui est sélectionné. Ça permet de le retrouver très rapidement dans la hiérarchie. Je vais refermer tout ça, je sélectionne un autre élément, je clique là-dessus, tac, ça m'ouvre tout jusqu'à l'élément qui est sélectionné. On va en faire un autre, celui-là, on clique là, tac, ça m'ouvre tout jusqu'à l'élément qui est sélectionné. C'est très très pratique et ça s'appelle accéder au premier élément, au premier objet actif. Donc pour l'ajouter, pareil, clic droit, modifier les palettes, accéder, pas oublier l'accent, là, accéder au premier élément actif. Il y a juste à le faire glisser, voilà, et ça l'ajoute. Donc là je le retire parce que c'est pas la peine, je l'ai déjà. Donc ça c'était la petite icône que j'utilise de temps en temps quand j'ai une hiérarchie très très dense ici. Ça peut être très pratique. Ensuite, la dernière icône ici, c'est en fait enregistrer la sélection active. Et cette icône là, je l'ai mis là, mais on l'a déjà ici, sélectionné, ici, enregistrer la sélection. Alors quand je sélectionne un élément, je vais mettre tout ça éditable. Quand je sélectionne un élément en mode point par exemple, ici c'est, voilà, là, cet élément là, je vais passer en mode, ah, j'ai pas rendu éditable, justement. Voilà. Donc, cet élément là, en mode point, ici, sélectionné, j'ai enregistré la sélection. Ça, c'est très pratique quand on veut justement enregistrer une sélection de points, une sélection d'arêtes, une sélection de polygones. Et au lieu d'aller toujours chercher dans sélectionner ici tout en bas, à chaque fois, il faut que je clique là et que je descende tout en bas pour aller cliquer dessus. À la place, je l'ai mis là. Et donc, j'ai juste à cliquer dessus et puis ça me fait directement le tag qu'il faut et ça m'enregistre la sélection aussitôt. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est juste une icône que j'ai mis là pour que ce soit plus simple pour moi, pour que j'ai juste à cliquer une fois, au lieu d'aller faire un clic, déplacer tout en bas pour cliquer. Surtout que des fois ici je me gourre, je prends celui du dessus ou celui du dessous, et puis quand on va trop vite, on fait des bêtises. Donc voilà, ça c'est tout, et je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. C'était un tutoriel assez court, je voulais juste répondre à ces deux questions, et puis voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.